La police cherche toujours des indices après le cambriolage qui a eu lieu lundi à Markham et qui a coûté la vie à une femme. À ce stade, les enquêteurs ne veulent écarter aucune piste, y compris la possibilité que les malfaiteurs se soient trompés et soient entrés dans la mauvaise maison. C'était John Venavalirao pour CTV News à Markham, Ontario. On recevait énormément d'appels des voisins et d'autres gens de la ville. Ils étaient tous paniqués. Ils avaient peur d'être les prochains sur la liste. Une question à la fois. Ils voulaient des réponses. On ne comprend toujours pas pourquoi ils ont abattu une femme innocente, pourquoi ils ont essayé de tuer son mari, et pourquoi ils n'ont volé qu'une petite somme d'argent. Tout ça n'a aucun sens. La police de York lance ce soir un appel à témoins. Pour l'instant, ils n'ont qu'un seul indice à exploiter. Et cet indice, c'est une vidéosurveillance de mauvaise qualité que la police a récupérée grâce à la caméra de sécurité d'un voisin. Grâce à ces images, la police espère pouvoir identifier les 3 suspects armés qui ont terrorisé une famille dans leur propre maison. Ça a marqué un tournant dans l'enquête. La caméra située de l'autre côté de la rue pointait directement vers la maison des pannes. Et par chance, sur les images, on voit les 3 suspects entrer dans la maison. Et 30 minutes plus tard, on les voit tous ressortir. D'abord un qui sort très vite, et puis un peu après, on voit les 2 autres sortir. Ils sont tous entrés par la porte principale. Mais il y a un élément crucial. Il n'y a pas eu d'effraction. Quelqu'un est entré chez vous? Ils sont entrés et j'ai entendu des coups de feu. Je sais pas ce qui se passe. Je suis attachée en haut de l'escalier. Ils sont entrés et ils vous ont attaché? Oui. Est-ce que vous les avez entendus entrer dans la maison? Ils n'ont pas sonné? Non. Ou enfoncé la porte? Rien de tout ça? Non. D'accord. Est-ce que vous pensez à autre chose qui pourrait nous aider? Il fallait qu'on fasse revenir Jennifer pour la réinterroger et pour lui poser des questions un peu plus délicates, notamment sur ses fréquentations et sur sa relation avec Danny Wong. Il n'y a rien qui me vient à l'esprit. Je voulais tout savoir sur elle. On est bon? Voilà, Jennifer. L'enregistrement est en cours. Vous connaissez la procédure, vous l'avez déjà fait une fois. Il n'y a personne d'autre que vous et moi dans cette pièce, et c'est à nouveau Deborah Gladine qui suit l'entretien derrière l'écran. Je voyais bien que Jennifer n'avait pas envie d'être là pour ce deuxième interrogatoire. Mais on espérait qu'elle soit suffisamment à l'aise pour réussir à nous parler face à face, en toute transparence. En fait, on voulait lui donner l'occasion de nous raconter ce qui se passait réellement. Je suis un peu stressée. Ne soyez pas stressé, d'accord? Je sais que c'est difficile. Mais dire la vérité, c'est le meilleur moyen d'apaiser ses angoisses. D'accord? Parlez-moi de votre relation avec Daniel. C'était compliqué entre nous. On était dans le même lycée. Oui? On est restés 6 ans ensemble. Mais j'avais pas le droit d'avoir un copain. Donc vous sortiez ensemble en cachette sans l'accord de vos parents. Oui. Est-ce que vous savez si Daniel continue à dealer de la drogue? Est-ce que ça pourrait être ça qui aurait poussé ces hommes à venir chercher de l'argent chez vous? C'est une question légitime. J'en sais rien.
Je lui ai demandé s'il continuait et il m'a dit qu'il vendait. Mais j'ai pas demandé de détails. J'ai fermé les yeux parce qu'on n'est plus ensemble. Et est-ce que c'est vrai que vous subissez des menaces depuis un certain temps? Oui, Racontez-moi. il a... Enfin, lui, il me dit que c'est juste une amie, mais tout le monde dit que c'est sa copine. Donc, cette fille m'a envoyé des messages pour me dire de ne plus approcher Daniel, de le laisser tranquille. Pourquoi, d'après vous? Parce que elle est jalouse. Donc c'est elle qui vous menace? Je veux pas... Je suis pas sûre à 100%, donc je voudrais pas l'accuser à tort. Mais alors, si vous n'êtes pas sûr à 100%, qu'est-ce qui vous fait penser que c'est elle? Parce qu'elle m'a envoyé un message sur Facebook. Elle m'a dit que j'étais débile. Et parfois, quand j'envoie des textos à Danny, elle me répond avec son téléphone à lui. Et elle me dit qu'il est avec sa copine Christine et que je dois le laisser tranquille. Pourquoi vous ne m'avez rien dit quand on s'est parlé l'autre jour? Avec ce qui venait de se passer, j'y ai pas trop pensé sur le coup. Jennifer a laissé entendre que la nouvelle petite amie de Danny était impliquée dans tout ça. Et que les appels anonymes qu'il recevait avec Danny venaient peut-être de Christine, pour l'éloigner de Danny. Est-ce qu'on avait affaire à un triangle amoureux? Et si c'était le cas, pourquoi les parents en ont été les victimes? Vos parents ont découvert votre liaison? À un moment, oui. Et comment ils l'ont pris? Pas très bien. Ça veut dire quoi, pas très bien? Qui ne voulait pas que vous ayez un copain? Mon père. Votre père? D'accord, racontez-moi. Il m'a lancé un ultimatum. Il m'a demandé de choisir entre Daniel et eux. Et j'ai choisi de rester avec ma famille. Mais même si on était séparés, on avait quand même envie de rester amis. D'accord. Et ensuite? Au début, on continuait à s'appeler avec Daniel, mais mes parents l'ont découvert. Alors, ils m'ont confisqué mon téléphone portable et ils voulaient plus que je prenne la voiture sans eux. Donc, en gros, le matin, je me levais, je travaillais mon piano. Ensuite, j'avais le droit d'aller voir mon prof. Et puis, c'est tout. Jennifer venait chez moi toutes les semaines pour son cours. C'est son père qui l'a déposée en voiture, juste devant chez moi. Même petite, elle était déjà extrêmement douée. Chaque année, elle remportait tous les concours. Elle était la meilleure. Ses parents se sont énormément investis pour qu'elle réussisse. Ils dépensaient des milliers de dollars tous les ans pour qu'elle fasse tous les concours. C'était tout simplement incroyable. Et puis, un jour, à la fin du cours, elle s'est mise à pleurer. Elle a fondu en larmes. Je ne l'avais jamais vue dans cet état-là. Et elle m'a dit, « Fernando, c'est mes parents. Ils ne me font pas confiance. Ils me suivent partout où je vais. Ils ne veulent plus que je sorte avec mon petit ami. Mon père trouve qu'il n'est pas convenable. Il dit que je perds mon temps à sortir avec un pizzaiolo. Mes parents me rendent dingue. Vraiment. » Quel regard portait votre père sur Danny? Il disait que c'était pas un garçon pour moi, qu'il ferait jamais rien de sa vie, et qu'il aurait pas les moyens de subvenir aux besoins de sa famille. D'accord. Alors dites-moi un peu plus sur Danny. Vous ressentez quoi pour lui?
Il m'a beaucoup aidé quand j'étais plus jeune et que ça allait pas au lycée. Je suis asthmatique. Et quand on est parti en voyage en Europe, j'ai fait une crise là-bas. Il a pris soin de moi. Vous avez toujours des sentiments pour lui. Oui. Ça se passait comment à la maison? Vous avez fait quoi après le lycée? Je voulais étudier la kinésiologie. Mais mes parents, enfin, mon père était intransigeant. Il voulait absolument que je trouve un métier dans le secteur médical qui soit un peu plus prestigieux. Il savait que je n'aurais pas le courage de devenir médecin. Donc il voulait que je sois pharmacienne. Bick m'a raconté que sa fille avait fait des études de pharmacie, mais que malgré son diplôme, elle n'arrivait pas à trouver de travail. Elle m'en parlait très souvent. C'est quelque chose qui l'inquiétait beaucoup. Tout ce qu'elle voulait, c'était que sa fille réussisse et que la société ne la regarde pas comme une incapable. Quand on était au lycée, tout le monde s'attendait à ce qu'on devienne forcément médecin, dentiste, avocat ou ingénieur. On n'avait pas d'autre option, ou comptable à la rigueur. On était nombreux à être issus de familles d'immigrés originaires de Hong Kong, de Taïwan ou du Vietnam. Et on subissait tous la même pression de la part de nos parents. Donc c'était très difficile, mais ça l'était encore plus pour Jennifer. Parce qu'elle était loin d'être dans les premiers de la classe. Vraiment très loin. Et dans notre lycée, la norme, c'était d'avoir des 20 partout. Donc vous avez étudié la pharmacie, vous êtes allé à la fac? Non. Non? Non. Et comment a réagi votre père? Il n'était pas au courant, je lui mentais. C'est-à-dire, vous lui disiez quoi? Que j'allais à la fac. Fac de... En fac de prépa médecine, non, sciences. Sciences? En licence de sciences. Et votre mère savait que vous n'alliez pas en cours? Non. Donc ils pensaient tous les deux que vous étiez allé à la fac? Oui. C'était quoi cette blague? C'était quoi la fac en question? Ryerson. D'accord. En fait, il me conduisait à Toronto et il pensait que j'allais en cours. Oui. Mais j'y allais pas. Incroyable. C'est le genre d'histoire qu'un agent infiltré inventerait pour protéger sa couverture. Et vous vous sentiez comment par rapport à ça? Ça vous faisait quoi de mentir à vos parents? Je me sentais coupable, mais quand j'essayais de leur dire, je sentais qu'ils avaient tellement d'attentes envers moi. Avoir de grandes ambitions pour ses enfants, ce n'est pas propre à la culture vietnamienne. Mais on a un style d'éducation rigide qui peut soit faire des miracles, soit être un échec. Si vos parents veulent que vous soyez constamment le premier dans tout et que vous n'arrivez pas à être à la hauteur de leurs attentes, je pense que ça peut mener à un résultat catastrophique. Non seulement Jennifer a menti à ses parents concernant ses études, mais en plus, elle a continué à leur mentir pendant plus de 4 ans. Et elle s'est créé un faux diplôme de la fac de Toronto. C'est ahurissant. Ils n'ont jamais eu de doute. Non. Jennifer nous avait avoué qu'elle leur avait menti pendant 4 ans, donc il fallait qu'on prenne cet élément en compte pour la suite.